Après la musique, nous allons maintenant nous intéresser à l'œuvre de Pascal Quignard et nous allons écouter l'intervention de Dominique Rabaté pour le présenter, mais est-ce la peine? C'est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il est professeur des universités spécialisé en littérature contemporaine et entre autres spécialiste de Quignard, sur lequel il a écrit nombre d'articles et de livres de référence, comme par exemple Pascal Quignard, étude d'une œuvre aux éditions Bordas, collection Les écrivains présents. Voilà. Je voulais vous dire le plaisir que j'ai à être ici et l'intérêt évidemment que, comme professeur d'université et de littérature française, je porte aux sections littéraires. Donc je vous remercie de les représenter ici aujourd'hui. Je crois qu'avec le programme l'œuvre de Pascal Quignard, c'est une entrée aussi tout à fait intéressante pour vous, dans la mesure où, d'une certaine manière, ça vous oblige à réfléchir au rapport entre musique, littérature, cinéma, et que, ma foi, c'est, je crois, une chose profitable et utile. Alors, je voudrais faire quelques perspectives sur l'œuvre de Quignard, en partant du fait que c'est un roman sur la musique, sur deux musiciens. Il a tout à l'heure été dit qu'on sait peu de choses sur Marin-Marais, on en sait encore moins sur Sainte-Colombe, donc la place du romancier était à prendre. Mais autant que sur la musique et sur les deux musiciens, c'est aussi un roman sur la nature de la musique. Alors, je vais rappeler quelques faits biographiques pour souligner l'intérêt que Quignard porte à la musique depuis toujours, et je vais, dans une première partie de cet exposé assez rapidement, vous parler des autres livres de Pascal Quignard sur la musique, puisque Tous les matins du monde s'inscrit dans une série de... c'est plus qu'un thème, la musique chez Pascal Quignard, c'est une sorte de motif lancinant ou d'obsession dans le rapport à l'origine. Alors la première chose à dire, c'est que Pascal Quignard appartient à une famille de musiciens et que la musique est l'une des deux branches. C'est le côté du père. Dans la famille paternelle de Pascal Quignard, on compte une lignée d'organistes, donc de joueurs d'orgue. Et Pascal Quignard a lui-même suivi des études musicales très poussées, a pratiqué pendant des années la musique de chambre avec un certain nombre d'amis, joue à la fois piano, orgue, clavecin, mais aussi violoncelle, viol, et d'un niveau musical extrêmement élevé. Il a fait partie de ceux qui ont concouru dans les années 70-80 à l'émergence de la musique baroque, en Europe comme en France, et on lui doit notamment d'avoir dirigé pendant plusieurs années le Festival de Versailles, qui était un festival consacré à la musique du XVIIe siècle, musique donc dite baroque. Donc si le côté du père est la lignée musicale, si j'ose dire, du côté de la mère, c'est la lignée des littéraires. Le grand-père de Pascal Quignard était un professeur de linguistique très célèbre, Bruno, auteur de plusieurs grammaires et dictionnaires. Et donc Pascal Quignard a passé son enfance à la fois dans la musique et dans l'amour philologique des mots, dans les dictionnaires. Il raconte dans les entretiens qu'il a fait avec Chantal Lapeyre que dans la famille de son grand-père, on interrompait le repas pour aller rouvrir des gaffiots ou des dictionnaires pour chercher le sens des mots. Donc vous avez cette sorte de double passion. Bien. Comme souvent chez Pascal Quignard, qui vous déconcertera peut-être un peu ou qui vous déconcerte un peu, je ne sais pas si vous avez entrepris de lire d'autres livres que Tous les matins du monde, qui est un roman plus facile d'accès, mais Pascal Quignard est aussi un écrivain assez spéculatif, qui aime réfléchir à des questions ardues, parmi lesquelles
la question de la musique. D'où vient-elle, à quoi sert-elle, que nous rappelle-t-elle, que nous fait-elle, dans quel type de monde nous fait-elle entrer, hein? On peut dire que l'œuvre de Pascal Quignard se signale par une pensée forte, originale et souvent paradoxale. Et je vais en dire quelques mots ici, hein, sur le fait que son approche de la musique n'est pas forcément celle que l'on aurait, hein, de la façon la plus courante, de même que son approche du langage n'est pas forcément l'approche la plus naturelle ou la plus courante, parce que pour Pascal Quignard, musique comme littérature ou comme le langage sont intimement liés à une perte et à une défaillance. Donc peut-être la chose la plus paradoxale, et c'est le paradoxe que met en scène Tous les matins du monde, c'est que pour devenir un très grand artiste, il faut accepter d'être le plus démuni possible, hein, et donc choisir Sainte-Colombe contre Marin-Marais, c'est d'une certaine manière, hein, choisir l'artiste dans sa version sans doute la plus moderne et pas la plus classique, hein, mais comme celui qui doit admettre qu'il ne sait pas pour faire, et non pas qu'il sait, hein. Alors, Pascal Quignard a consacré plusieurs livres à la musique, et je voudrais parler d'un livre qui est particulièrement important si vous travaillez sur Tous les matins du monde. C'est le petit livre qui est paru en 1987 qui s'appelle La leçon de musique chez Hachette, et qui se compose de 3 récits, ou pour parler le langage de Pascal Quignard, de ce qu'il appelle lui-même 3 petits traités. Le premier de ces petits traités s'appelle Un épisode tiré de la vie de Marin-Marais. Donc, le germe de l'histoire de Tous les matins du monde est dans ce livre, et dans le premier récit qui est fait, l'épisode de la vie de Marin-Marais. C'est celui que Marin-Marais raconte dans le roman, et c'est donc la première version de Tous les matins du monde, si vous voulez. C'est le moment où Marin-Marais, à cause de la mue, a dû quitter, hein, Saint-Germain, et donc décide de composer de la musique pour recouvrer la voix féminine perdue, hein. Et l'originalité de ce que Pascal Quignard fait dans les petits traités, c'est qu'il y a à la fois une sorte de rêverie biographique de cet épisode dont Pascal Quignard cite, hein, littéralement des extraits d'un auteur du XVIIe siècle. Si vous voulez, l'écrivain rêve dans les blancs que cette histoire nous laisse. Nous avons très peu de témoignages, donc d'une certaine manière, l'écrivain va occuper ces blancs ou les meubler ou les rêver, hein, selon sa propre pente personnelle. Donc Marin-Marais, c'est ça l'important pour Pascal Quignard, est l'un des exemples que l'origine de la musique, c'est la perte de la voix d'enfance. Pour lui, le compositeur, ce pourquoi les compositeurs sont si souvent des hommes, c'est parce qu'ils cherchent à regagner cette voix qui a été la leur pendant 12, 13, 14 ans. Et dans le cas de Marin-Marais, c'est évidemment plus dramatique, mais c'est ce drame qui intéresse Pascal Quignard. La perte de cette voix vous exile d'un monde protégé, chasse littéralement Marin-Marais hors du monde qui est à la fois celui de l'enfance et de la voix aiguë, hein, donc, alors l'originalité de ce que Pascal Quignard fait dans un petit traité, c'est à la fois qu'il y a une sorte de rêverie biographique, mais en même temps qu'il y a une sorte de méditation spéculative. Donc dans la leçon de musique, vous avez les deux en même temps. Pascal Quignard cherche à réfléchir à ce que c'est que la perte de cette voix d'enfance, et il raconte l'histoire de Marin-Marais. Mais l'histoire de Marin-Marais est réduite à cet épisode central. Donc, ce que le roman, je vais y revenir, fait, c'est de développer cela d'un seul point de vue. Vous n'aurez plus dans Tous les matins du monde des réflexions que j'appelle spéculatives, vous n'aurez qu'un récit, hein.
et d'autre part de déporter l'histoire moins du côté de Marin-Marais lui-même que du côté de Sainte-Colombe, sur lequel je vais revenir. Alors, ce petit livre est aussi intéressant parce que, j'ai dit, il y a 3 récits. Le deuxième récit s'appelle « Un jeune Macédonien débarque au port du Pirée et s'intéresse à Aristote, arrivant à Athènes ». Et je m'intéresserai plus longuement ou rapidement, vu les contraintes, au dernier de ces récits qui s'appelle « La dernière leçon de musique de Cheng Lien ». Alors, entendez bien le titre parce que si vous avez, je ne sais pas si je m'adresse à des élèves qui ont déjà lu le livre, déjà étudié le livre, qui ont déjà lu tout Quignard, 40 livres, sans doute pas. Bon. La remarque que je veux faire porte sur ce titre de dernière leçon de musique, puisque si vous avez lu le livre, vous vous souvenez qu'à la fin, et c'est comme ça que se conclut le roman, Marin-Marais revient pour une dernière leçon de musique qu'il demande à Sainte-Colombe, et Sainte-Colombe corrige et lui dit « Je vais plutôt vous donner votre première leçon de musique. » Alors, le dernier texte que vous pourrez lire, qui est assez simple à lire, s'intéresse à un personnage historique, mais là aussi dont on sait très peu de choses, qui est celui qui passe dans la Chine classique pour le plus grand musicien de tous les temps, qui s'appelle Poya. Et c'est l'apprentissage que Poya fait auprès de son maître qui s'appelle Cheng Lien. Si j'insiste un peu là-dessus, c'est que vous avez dit tout à l'heure justement que Sainte-Colombe devenait un personnage étrange. Sainte-Colombe devient une sorte de maître chinois. Il y a très nettement, et si vous lisez ce petit traité qui est dans la leçon de musique, la méthode d'apprentissage de Sainte-Colombe doit beaucoup au maître chinois et à tout ce qu'on peut savoir de l'enseignement, notamment bouddhique ou zen, qui fonctionne par déception, par énigme, par refus, par ascèse, par congé donné. Et de cette façon-là, le roman de Pascal Quignard n'a aucun vérisme quant à l'apprentissage d'un musicien à la fin du XVIIe siècle. Il est une réflexion, et je crois que c'est une réflexion importante pour vous, sur les relations maître-disciple, une relation paradoxale comme dans l'enseignement chinois, puisque le maître est un maître inférieur. Le maître apprend à se dessaisir de ses pouvoirs. Et un des gestes fondamentaux de Cheng Lien avec Poya, c'est de casser les instruments. Il casse des instruments très anciens et il oblige son élève à aller acheter des instruments de rien du tout, puisqu'il veut lui faire comprendre que le plus important est dans le bredouillement de sa propre voix. Donc on voit de quelle manière la musique se tient du côté de la défaillance et aussi du côté d'une sorte d'apprentissage ascétique. Il faut d'une certaine manière se débarrasser d'un certain nombre de choses pour accéder à la, disons, à ce que l'art réclame de nous. Donc,